Devenir dirigeant suprême à seulement 27 ans. Posséder une flotte impressionnante de supercars. Contrôler la 4e armée la plus puissante du monde. Dépenser sans compter pour ses plaisirs personnels. Et vivre dans un palais évalué à près de 900 millions de dollars. Voilà l'univers de Kim Jong-un. Un monde fermé, dominé par un luxe vertigineux et un pouvoir absolu. Quel secret se cache derrière la brigade du plaisir? Ce cercle très fermé sélectionné pour le servir. Et surtout, régner au sommet d'un tel système en vaut-il vraiment le prix? « 3. Jet privé, yacht et île personnelle. Si les palais symbolisent son pouvoir immobile, ses moyens de transport révèlent l'étendue de son influence. Commençons par les avions. Kim Jong-un disposerait d'une flotte personnelle allant de petits appareils à hélices à de grands jets long courriers de luxe. Son avion principal est un Ilyushin Il-62M, un appareil à 4 moteurs capable de parcourir 10 000 km. Concrètement, cela lui permet d'atteindre presque n'importe quelle destination sans escale. L'intérieur serait équipé de fauteuils en cuir haut de gamme, de téléviseurs et d'un minibar entièrement approvisionné. Côté sécurité, l'appareil intégrerait des systèmes avancés de chiffrement et de surveillance. Il posséderait aussi un Antonov An-148 modifié, un avion de fabrication ukrainienne acquis en 2013. Son autonomie, plus limitée, tourne autour de 3500 km, ce qui le rend particulièrement adapté aux déplacements régionaux, notamment vers la Chine. L'un de ses jets privés aurait même reçu le surnom de Air Force One, un détail révélateur de l'image qu'il entretient de lui-même. À bord, on trouverait notamment des canapés en cuir et des cendriers en cristal. Des images satellites ont confirmé l'existence de pistes privées construites près de plusieurs de ses résidences à travers la Corée du Nord, lui permettant de décoller et d'atterrir sans passer par un aéroport public. Des sources indiquent également que Kim aurait lui-même piloté certains appareils, signe d'une fascination personnelle très marquée pour l'aviation. Sur l'eau, le spectacle est tout aussi impressionnant. La collection de yachts de Kim Jong-un est elle aussi hors norme. Son navire le plus célèbre serait un super yacht de 100 mètres, doté d'une plateforme pour hélicoptère, de plusieurs ponts et d'équipements de luxe, pour une valeur estimée à environ 7 millions de dollars. Il pourrait accueillir jusqu'à 30 invités, ce qui en ferait un espace idéal pour recevoir des dignitaires étrangers ou divertir son entourage en toute discrétion. Il posséderait également un second yacht d'environ 200 pieds, estimé à près de 8 millions de dollars, avec un intérieur signé Fendi, la célèbre maison italienne. Et au-delà de ces deux unités majeures, il serait aussi propriétaire de plusieurs yachts plus petits, de 40 à 50 mètres, utilisés pour des sorties privées loin des regards. Et cela ne s'arrête pas là. Kim Jong-un posséderait aussi une île privée près de Chongjin, équipée d'une piste secrète, une île entière, pour un seul homme. 4. Le goût des choses les plus raffinées. Quand il s'agit de nourriture, de boissons et de plaisirs personnels, Kim Jong-un ne se contente pas de dépenser énormément. Il le fait d'une manière qui semble presque provocatrice, au vu des conditions de vie de sa population. En 2016, il aurait dépensé près de 67 000 dollars en fromage italien haut de gamme lors d'un seul achat. Cette passion pour les produits laitiers européens remonterait à ses années d'école en Suisse, où il aurait développé un goût prononcé pour les fromages français et la gastronomie européenne. Mais consacrer 67 000 dollars à du fromage dans un pays en pénurie alimentaire n'est pas seulement extravagant. C'est le signe d'une déconnexion totale avec la réalité de son peuple. Ses dépenses en boissons sont encore plus frappantes. En 2016, il aurait importé près d'1 million de dollars de café brésilien. En 2015, il aurait dépensé 155 000 livres sterling en whisky venu d'Allemagne, du Danemark et de Géorgie. À cela s'ajoutent 108 000 livres en vodka provenant de Russie et d'anciens États soviétiques. Ces importations de vin et de champagne, venus d'Italie, de Bulgarie et de Macédoine, auraient atteint 209 000 livres en une seule année. Il aurait même consacré environ 59 000 dollars à l'achat de chewing-gum.
Ce ne sont pas les habitudes d'un homme ignorant la souffrance qui l'entoure. Ce sont celles d'un homme qui, soit n'en a rien à faire, soit utilise volontairement cette démesure pour affirmer son intouchabilité. Ah, le mystère de la vie somptueuse de Kim Jong-un. À l'origine, Kim Jong-un n'était pas le choix évident pour diriger la Corée du Nord. Il était le troisième fils, pas l'aîné, ni l'héritier préparé depuis l'enfance. Adolescent, il étudiait discrètement en Suisse, à l'International School of Bern, sous une fausse identité, menant une vie presque ordinaire parmi les autres élèves. Puis, à seulement 27 ans, il a pris le contrôle d'un pays tout entier. Et dans les 6 premiers mois de son règne, il avait déjà fait éliminer 15 hauts responsables. L'adolescent réservé de Suisse était devenu l'un des hommes les plus puissants et les plus redoutés d'Asie. Alors, comment vit un homme pareil? À quoi ressemble réellement le pouvoir absolu? Pour le comprendre, il faut entrer dans les zones les plus secrètes et les plus controversées de son univers privé. Chaque année, un groupe de 25 personnes est soigneusement sélectionné pour rejoindre ce que des initiés appellent la brigade du plaisir. Leur apparence seule ne suffit pas. La sélection va bien au-delà. Chaque candidat doit venir d'une famille à la loyauté irréprochable envers le régime. Aucun proche ayant fui le pays, aucun lien avec l'idéologie occidentale, aucun passé familial jugé politiquement suspect. Les vérifications sont plus poussées que la plupart des enquêtes de sécurité et d'État. Une fois ce premier filtre franchi, les candidats passent des examens physiques et médicaux complets. Rien n'est laissé au hasard. Selon plusieurs témoignages, Kim Jong-un superviserait lui-même une partie du processus afin de s'assurer que seuls les profils qu'il juge parfaits atteignent la sélection finale. Les personnes retenues sont ensuite réparties en groupes spécialisés. Certaines sont formées au massage, d'autres au chant et à la danse. Mais la fonction la plus recherchée, et aussi la plus troublante, consiste à servir directement Kim Jong-un et son cercle intime. C'est une position située quelque part entre privilège et captivité, dans un flou soigneusement entretenu. Et une fois leur service terminé, les membres sont tenus à un silence absolu et permanent. Cette pratique n'a rien de nouveau. Kim l'a hérité directement de son père, Kim Jong-il, qui entretenait un système similaire depuis des décennies. Et les sommes consacrées à son maintien sont sidérantes. Rien qu'en 2016, Kim aurait dépensé 3,8 millions de dollars uniquement en lingerie pour ce groupe. 3,8 millions. Pour de la lingerie. Dans un pays où des millions de personnes s'endorment le ventre vide. Des palais à 900 millions de dollars. Parlons maintenant des lieux où vit réellement Kim Jong-un. Et appeler cela une simple résidence serait largement en dessous de la réalité. Au cœur de Pyongyang se dresse le palais du Soleil de Kumsusan. Construit à l'origine comme résidence officielle de Kim Il-sung, cet immense complexe couvre plus de 115 000 mètres carrés. Pour donner une idée de l'échelle, cela représente environ 16 terrains de football américains réunis sous un même toit. Aujourd'hui, il sert de mausolée à Kim Il-sung et à Kim Jong-il et détient le titre de plus grand mausolée jamais consacré à un dirigeant communiste. Certaines de ces galeries s'étendent sur près d'1 kilomètre. À l'intérieur, l'opulence défie presque toute description. Les murs sont ornés de finitions dorées. Des bois rares et des pierres précieuses sont intégrés dans l'architecture. Les cercueils de verre des anciens dirigeants reposent dans des salles conçues pour inspirer l'idée d'un pouvoir éternel et d'une autorité quasi divine. Le corps de Kim Il-sung y est exposé, recouvert du drapeau du Parti du travail de Corée, comme symbole d'un commandement censé ne jamais mourir. La valeur totale de ce complexe est estimée à près de 900 millions de dollars. Et pendant que ce palais incarne l'excès à son plus haut niveau, les Nord-Coréens subissent pénuries alimentaires chroniques, coupures d'électricité répétées et crises énergétiques qui rendent le quotidien extrêmement difficile. Ce contraste n'est pas une coïncidence, il est voulu. Il montre clairement à chaque citoyen où vont réellement les ressources du pays, et ce n'est certainement pas vers eux.
voitures de luxe et collection de montres à 8 millions de dollars. S'il existe un domaine où l'excès de Kim Jong-un saute immédiatement aux yeux, c'est bien sa collection automobile. Dans un pays où le citoyen moyen ne peut pas posséder de voiture, où les transports publics sont peu fiables et où le carburant manque, lui disposerait de plus de 100 véhicules de luxe. Le 2 avril 2024, lors d'un essai de missile, Kim est arrivé sur le site à bord d'un Cadillac Escalade 2024 flambant neuf, accompagné d'un Bentley Bentayga. À lui seul, l'Escalade vaut environ 117 000 dollars. Il est équipé d'un moteur de 628 chevaux, d'une technologie intérieure de pointe et d'un niveau de confort presque choquant dans le contexte où il a été utilisé. La présence de ces véhicules lors d'un test de missile n'avait rien d'un hasard. C'était une mise en scène soigneusement orchestrée, destinée à afficher sa puissance devant sa population comme devant le reste du monde. Son véhicule le plus précieux serait une Mercedes-Benz Maybach S600 personnalisée, estimée à 1,7 million de dollars. Entièrement blindée, elle serait capable de résister à des explosions de grenades et à des tirs directs. Ce n'est plus une voiture, mais une salle de sécurité mobile. Il posséderait aussi une Rolls-Royce Phantom d'environ 320 000 dollars, plusieurs modèles blindés de Lexus, ainsi qu'une berline de luxe Horus, offerte personnellement par Vladimir Poutine. Mercedes-Benz serait sa marque favorite et sa collection couvrirait plusieurs générations et modèles du constructeur. Tout cela malgré les sanctions internationales censées empêcher l'entrée de produits de luxe en Corée du Nord. Le fait que son garage continue de s'agrandir est en soi un message. Aucune pression extérieure, même coordonnée, ne semble capable de l'atteindre dans son royaume. Et il ne faut pas oublier ses poignets. Car sa collection de montres est peut-être l'expression la plus concentrée de sa richesse. Kim Jong-un apparaît régulièrement avec des garde-temps produits par les maisons horlogères les plus prestigieuses du monde. Sa collection comprend notamment des modèles de Vacheron Constantin, Patek Philippe et Movado. La valeur de chaque pièce irait de 3 000 à 60 000 dollars. L'ensemble de sa collection serait évalué à plus de 8 millions de dollars. En 2016, la Suisse a officiellement interdit l'exportation de montres de luxe vers la Corée du Nord dans le cadre des sanctions internationales. Pourtant, Kim a continué à porter de nouveaux modèles suisses. Le message est limpide. Les sanctions sont un fardeau pour son peuple, mais pour lui, à peine une note en bas de page. REIT. La station de ski de Masi Kryong et l'obsession musicale Kim Jong-un a fait construire une station de ski de niveau international. Pas pour développer le tourisme, pas principalement pour la diplomatie, mais comme démonstration personnelle de pouvoir et de fierté nationale, ainsi que comme lieu de loisirs pour lui et son élite, pendant que le reste du pays peine à chauffer ses logements. La station de ski de Masi Kryong est installée sur le mont Top Tawa, à plus de 1300 mètres d'altitude. Elle a été conçue pour accueillir jusqu'à 5000 visiteurs et comprend un hôtel de 120 chambres surmonté de 2 tours pyramidales remarquables. Son architecture mêle esthétique coréenne traditionnelle et construction de luxe contemporaine. En plus des pistes, le complexe abrite des piscines, des saunas, un salon de beauté et une patinoire couverte, utilisable toute l'année. Pour Kim Jong-un, Masi Kryong n'est pas seulement un lieu de détente, c'est un symbole. Il doit prouver que la Corée du Nord reste capable de bâtir quelque chose de spectaculaire malgré son isolement international. C'est une réponse matérielle au récit selon lequel les sanctions fonctionneraient. Kim Jong-un entretient aussi un rapport profond et personnel à la musique. En 2014, il aurait secrètement importé en Corée du Nord 36 pianos à queue haut de gamme, accompagnés de grandes quantités d'équipements professionnels d'enregistrement. Un seul piano de concert peut coûter plus de 170 000 dollars. 36 instruments représentent donc un investissement d'environ 6,1 millions de dollars. Kim disposerait d'un groupe personnel composé de 13 violonistes. Dennis Rodman, ancien joueur de NBA, ayant visité plusieurs fois la Corée du Nord et noué une relation amicale avec lui,
a raconté des soirées où Kim saisissait un micro pendant que son ensemble de violons jouait et où la musique se prolongeait jusque tard dans la nuit. Rodman a affirmé que Kim affectionnait particulièrement la musique américaine des années 1980, notamment The Doors et Jimi Hendrix. Lors de sa première visite, l'orchestre aurait joué 2 morceaux en boucle pendant 4 heures. Le thème de Rocky et celui de la série télévisée Dallas. Sa passion pour la musique ne se limite pas à la sphère privée. En 2018, il a assisté à Pyongyang à un concert de 2 heures réunissant des artistes sud-coréens, dont le célèbre groupe Red Velvet et le chanteur vétéran Cho Yong-pil. D'après les témoignages, Kim a été visiblement touché par la performance. Lui et son épouse ont applaudi avec enthousiasme tout au long du spectacle, puis posé avec les artistes en coulisses. Après le concert, Kim a exprimé ouvertement son admiration pour la K-pop, un genre pourtant interdit aux citoyens ordinaires de Corée du Nord. Il apprécie une musique pour laquelle son propre peuple peut être condamné à mort. Cette contradiction, à elle seule, résume le monde qu'il s'est construit. « 5. La forteresse sur rail. Voici un aspect méconnu de Kim Jong-un. Contrairement à son père, déjà amateur de voyage en train, lui a poussé le concept du centre de commandement mobile à un niveau supérieur. Son train personnel, connu sous le nom de code Tango, n'est pas un simple moyen de transport. C'est une forteresse en mouvement. Il comprend 21 voitures, chacune renforcée par des parois épaisses, des planchers blindés et des vitres pare-balles conçues pour résister à des explosions. Le convoi serait équipé de systèmes d'armes et transporterait même un hélicoptère destiné aux évacuations d'urgence. Sa valeur totale dépasserait 200 millions de dollars. À l'intérieur, on retrouve des bureaux privés, des salles à manger luxueuses garnies de grands vins et de repas raffinés, ainsi que des quartiers de vie comparables à ceux d'une suite d'hôtels 5 étoiles. Le train se déplace à une vitesse relativement modeste, environ 37 000 par heure. Mais ce rythme est volontaire. Il permet à Kim de travailler, de recevoir ses conseillers et de gouverner pendant ses déplacements. Le train Tango a joué un rôle central dans plusieurs moments diplomatiques majeurs. Il l'a conduit en Chine pour rencontrer les dirigeants chinois. Il l'a emmené au Vietnam pour son sommet avec Donald Trump. Et plus récemment, il l'a transporté sur près de 300 milles jusqu'à Vladivostok pour sa rencontre avec Vladimir Poutine. Un voyage de 20 heures nécessitant même un changement des roues à la frontière, en raison de l'écartement différent des rails russes. On le surnomme souvent Air Force One sur rail. Et la comparaison n'est pas exagérée. Ce train incarne le contrôle absolu. Où que Kim Jong-un se rende, tout le poids de son pouvoir voyage avec lui. 6. L'obsession des chevaux et les golfs privés. Kim Jong-un aime les chevaux, mais pas d'un amour ordinaire. Il les aime comme seuls peuvent le faire ceux qui disposent d'une fortune illimitée et n'ont de compte à rendre à personne. Entre 2011 et 2023, il aurait importé environ 138 chevaux depuis la Russie. Le coût total de ces importations aurait atteint 584 000 dollars. Au début de l'année 2020, une image a largement circulé à l'international. On y voyait Kim chevauchant un grand étalon blanc sur les sommets enneigés du mont Paektu. La scène était visiblement conçue comme un outil de propagande destiné à projeter une image de force et d'autorité mythique. Mais les chevaux, eux, étaient bien réels et extrêmement coûteux. Les autorités nord-coréennes auraient acquis 2 étalons blancs de grande valeur spécialement pour lui, à 23 400 dollars chacun. En intégrant le transport et la logistique, le coût par cheval approcherait 112 000 dollars. Et malgré les graves pénuries alimentaires que traversait le pays à ce moment-là, aucun de ces achats n'aurait été suspendu ni remis en question. Selon certaines estimations, environ 20% du budget de l'État nord-coréen serait consacré à la construction et à l'entretien des installations destinées à loger et entraîner ces chevaux. 20%. Dans un pays où la nourriture est rationnée et où l'électricité reste un luxe, 1/5 du budget national partirait dans des écuries et des centres d'entraînement pour le dirigeant suprême.
Et puis, il y a les terrains de golf. Kim Jong-un poursuit une tradition familiale initiée par son père, Kim Jong-il, célèbre pour son obsession du golf et pour avoir prétendument réussi 11 trous en 1 lors de sa toute première partie. Kim entretient plusieurs parcours privés hérités de son père. Et il ne s'agit pas de simples installations. Chaque terrain coûterait en moyenne 3 millions de dollars à développer. Puis environ 500 000 dollars par an à entretenir. Des responsables de l'État sont affectés exclusivement à leur maintenance, afin qu'ils restent en parfait état en permanence. 9. L'arsenal nucléaire. Les voitures, les yachts, les pianos, les chevaux, tout cela reste insignifiant face aux sommes que Kim Jong-un consacre à son programme nucléaire. La Corée du Nord disposerait aujourd'hui d'un stock estimé entre 40 et 50 ogives nucléaires. Sous la direction directe de Kim, ce programme est passé du statut d'outil de négociation à celui de pilier irréversible de l'identité nationale, selon la formulation officielle de Pyongyang. Cet arsenal s'appuie sur une gamme sophistiquée de missiles balistiques intercontinentaux, dont les Hwasong-18 et Hwasong-19 à propergol solide, tous deux dotés d'une portée confirmée suffisante pour atteindre n'importe quel point du territoire continental des États-Unis. Le maintien et l'expansion de ce programme coûteraient entre 1 et 3 milliards de dollars par an. Chaque année. Malgré des sanctions internationales écrasantes, malgré des pénuries alimentaires internes, malgré une économie qui, vue de l'extérieur, ne devrait pas pouvoir soutenir un tel niveau d'investissement militaire. Pour comprendre pourquoi Kim continue d'y consacrer autant d'argent, il faut saisir la leçon qu'il tire de l'histoire récente. Il a à plusieurs reprises évoqué le sort de Muammar Kadhafi en Libye et de Saddam Hussein en Irak. Tous deux ont renoncé ou ont été privés de leur programme d'armement. Tous deux ont fini par être tués. Pour Kim, ce n'est pas une coïncidence. C'est un schéma. Dans le calcul stratégique de Pyongyang, le désarmement équivaut à la mort. Le programme nucléaire n'est donc pas un luxe. C'est l'assurance-vie ultime de la dynastie Kim. En imposant la Corée du Nord comme puissance nucléaire permanente, Kim oblige la communauté internationale à gérer son existence plutôt qu'à envisager son élimination. Le monde ne peut pas simplement le renverser comme il l'a fait pour Kadhafi ou Hussein, parce que les conséquences d'une erreur seraient catastrophiques. Le bouton nucléaire est ce qui maintient Kim Jong-un à la table des négociations et l'éloigne du sort des dictateurs déchus. À ses yeux, chaque dollar investi dans ce programme est un dollar investi dans sa propre survie. « 10. Le système qui rend tout cela possible. Rien de ce que nous venons de décrire n'existe dans le vide. Les jets, les palais, le programme nucléaire, la brigade du plaisir, tout cela repose sur l'un des systèmes de contrôle social les plus sophistiqués et les plus brutaux jamais construits. Et pour comprendre comment Kim Jong-un conserve le pouvoir, il faut comprendre ce mécanisme. Au fondement de la société nord-coréenne se trouve le système du Songbun. Il s'agit d'une structure de classification sociale qui répartit les 25 millions de citoyens du pays en 51 niveaux distincts de loyauté politique. Votre Songbun ne dépend pas de vos choix personnels ni de vos actes. Il dépend de l'histoire de votre famille, et plus précisément de ce que vos ancêtres ont fait avant et pendant la guerre de Corée. Si votre famille a été fidèle au régime, vos enfants naissent avec un meilleur accès aux écoles, aux emplois et aux conditions de vie. Si votre famille a un lien avec la Corée du Sud, avec des transfuges ou avec l'idéologie occidentale, vos enfants naissent dans une catégorie inférieure, avec moins d'accès à l'éducation, des perspectives de carrière limitées et une affectation dans les régions les plus pauvres du pays. Le système ne punit pas seulement des individus, il punit des lignées entières. Les carrières sont attribuées par l'État, non choisies par les personnes. Si l'on vous assigne à cultiver des pommes de terre dans une région montagneuse, cela devient votre destin. Changer d'affectation sans argent ou sans pot de vin est presque impossible. Des milliers de jeunes ont ainsi été déplacés de force des villes vers des zones agricoles.
leur avenir décidé avant même qu'ils soient assez âgés pour comprendre ce qui leur arrivait. Et il y a aussi la dimension psychologique. En Corée du Nord, les citoyens sont tenus de pleurer lors des cérémonies de deuil national. Ils n'y sont pas simplement encouragés. Ils y sont obligés. Les médias d'État diffusent des images de foule en larmes comme preuve de leur dévotion à la dynastie Kim. Ceux dont la tristesse semble insuffisamment sincère peuvent être convoqués pour interrogatoire. L'État ne contrôle pas seulement les actes. Il tente de contrôler les émotions et sanctionne ceux dont les sentiments ne paraissent pas assez convaincants. L'accès aux informations extérieures est presque totalement bloqué. La plupart des citoyens n'ont pas accès à l'Internet mondial. À la place, ils utilisent Kwangmyong, un réseau interne contrôlé par l'État, filtré et surveillé. Les appels internationaux constituent un crime grave. Quitter le pays sans autorisation entraîne les peines les plus sévères. Regarder des films sud-coréens peut conduire à la peine de mort. Pour la majorité des Nord-Coréens, la seule fenêtre sur le monde extérieur reste constituée de clés USB introduites clandestinement depuis la Chine, au prix de risques énormes. C'est cette infrastructure qui rend possible le mode de vie de Kim Jong-un. Pas seulement l'argent, pas seulement les armes, mais le contrôle complet de 25 millions d'êtres humains, privés de tout moyen légal de résistance, privés d'accès à l'information extérieure, et privés même d'un cadre mental leur permettant d'imaginer une autre réalité. Alors, que nous dit réellement la vie secrètement extravagante de Kim Jong-un? Elle nous montre que le pouvoir absolu, lorsqu'il n'est soumis à aucun contrepoids, ne se contente pas de corrompre. Il fabrique une réalité parallèle. Une réalité dans laquelle un seul homme peut dépenser 3,8 millions de dollars en lingerie pendant que son peuple a faim. Une réalité où un dirigeant possède un train blindé à 200 millions de dollars, une île privée, une flotte de plus de 100 voitures de luxe et une collection de montres à 8 millions, le tout financé par une population sans voix et sans choix. Mais ce qui distingue Kim Jong-un d'autres dirigeants fastueux de l'histoire, c'est qu'il n'est pas seulement excessif. Il est méthodique. Chaque élément de son mode de vie, des images de propagande sur son cheval blanc, à l'arsenal nucléaire qui coûte des milliards chaque année, sert un objectif précis. Le luxe renforce son aura quasi sacrée auprès de son entourage. Les armes garantissent sa survie face aux menaces extérieures. Le songbun et les mécanismes de contrôle psychologique rendent toute résistance intérieure presque impossible. Au fond, le plus troublant n'est peut-être pas seulement ce qu'il possède, mais le système entier qui lui permet de tout posséder.